Pour mémoire, je vous rappelle peut-être les lignes de force qui se sont dégagées de vos réflexions d'hier et des différentes interventions que nous avons eues. D'abord, nous avons inscrit la réflexion dans l'histoire avec le témoignage d'Alain Boissineau, une réflexion sur le rêve qui avait démarré par cette conférence inaugurale théâtralisée, qui a pu vous remémorer des expériences personnelles et vous mettre finalement en disposition par rapport au thème de ce congrès. Inscription dans l'histoire qui nous a permis de voir que les clivages autour du débat scolaire, que l'on voit de manière, et que l'on peut lire de manière assez régulière, entre tradition et modernité, savoir et numérique, sont finalement à dépasser quand on les inscrit dans une perspective plus large, une perspective historique, qui pose finalement la question des finalités de l'école. C'est ce qu'on a pu voir avec Santi Rilli, notre dernier intervenant de l'après-midi d'hier. Quelle finalité pour l'école ? On voit bien que ces finalités de l'école s'inscrivent profondément dans des perspectives sociétales. L'école est aussi le reflet de la société qui l'entoure. Et ces finalités de l'école ont pu aussi évoluer à travers le temps. C'était un regard sociologique qui vous était présenté hier et qui complétait la perspective historique d'Alain Boissineau. Quelle finalité de l'école ? S'agit-il de former des citoyens libres, épanouis ? S'agit-il de les insérer professionnellement ? S'agit-il de transmettre des savoirs anciens, installés, institutionnalisés ? Voilà, c'est tout ça, toutes ces perspectives couvrent le thème de notre congrès. Quelle école rêver, quelle école idéale et pourquoi faire ? Alors aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec une table ronde où vous allez pouvoir entendre des témoignages, bien sûr en vidéo, comme nous en avons l'habitude depuis le début de ce congrès, et puis des témoignages de chefs d'établissement, vos collègues qui seront sur scène avec nous. Alors, je vais les appeler, je vais appeler nos intervenants pour commencer cette réflexion. Le thème de la table ronde, c'est rêver l'école ensemble. Alors, j'appelle à me rejoindre Christophe Nicou, Carole Brincourt, Monsieur Benjamin Moignard et enfin Lynn Numa-Bocage. Je vais vous présenter pour la salle. Donc, Monsieur Nicou, vous êtes le coordinateur du pôle Saint-Louis-Saint-Bruno à Lyon. Madame Brincourt, vous êtes chef d'établissement à l'école Notre-Dame de la Providence à Clermont. Benjamin Moignard, qui est avec nous également, vous êtes chercheur. Alors, ces interventions, ces retours d'expérience seront complétés par des interventions issues du monde de la recherche. Donc, vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université de Paris-Est Créteil. Vous avez conduit de nombreuses recherches, et notamment sur l'enseignement privé, ce que vous allez pouvoir développer aujourd'hui. Vous intéressez aux questions de violence à l'école, de décrochage scolaire, de discrimination, et puis des transformations à l'œuvre dans notre système éducatif. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications. Lynn Numa-Bocage, vous êtes psychologue, vous êtes professeur à l'université de Cergy-Pontoise, et vous êtes surtout, c'est le sens de votre présence avec nous, directrice adjointe du laboratoire qui a un très beau nom, Bonheur. Vous êtes responsable de la chaire Médiation et Participation citoyenne. Donc vous compléterez aussi ces témoignages. Vous étudiez notamment les processus de médiation didactique, attention s'il vous plaît, les apprentissages, notamment en mathématiques, à l'école primaire, et vous aurez un regard transversal sur ce qui vient d'être dit en nous présentant l'un des résultats de vos travaux de recherche. Voilà, donc une table ronde très complète, très dense. Alors, pour commencer et pour mettre en perspective notre discussion, nous allons commencer par visionner la première vidéo de cette table ronde, puisqu'il y en aura deux, vous verrez, qui est plutôt consacrée aux relations entre profs et élèves. Juste avant qu'on la lance, je débroussaille un petit peu notre problématique. Je l'ai dit, c'est très large. Rêver l'école ensemble. On sait bien que dans l'enseignement catholique, vous êtes des chefs d'établissement, donc il y a des problématiques. Quand on dit ensemble, qu'est-ce que ça veut dire ? La problématique, c'est de travailler avec les enseignants, de les emmener sur un projet commun, ce qui n'est pas toujours simple, vous le savez très bien. C'est d'accueillir les parents, autres
partie prenante de votre travail, de les informer, de les emmener aussi dans votre projet éducatif, de faire grandir les élèves, qui est le cœur de votre mission. Donc les élèves, encore un terme dans ce ensemble que l'on a dans notre table ronde. Et puis, la particularité de l'enseignement privé, c'est que vous êtes dans un système de gouvernance complexe. Complexe parce que vous devez aussi travailler soit avec des directions diocésaines, avec des congrégations selon les statuts et l'appartenance de votre établissement, bien sûr avec le SGEC, avec votre syndicat, bien évidemment, et puis avec les autorités de l'éducation nationale, les rectorats, et puis les collectivités. Donc une gouvernance encore plus complexe que celle que l'on peut trouver dans l'enseignement public. Donc c'est tout cela, peut-être que nous allons travailler et réfléchir ensemble, cette complexité des relations pour ensemble construire un rêve d'école. Alors j'arrête de parler, on va regarder tout de suite la première vidéo. Si j'avais le pouvoir, j'aurais changé les limites du lycée. Une école avec plus de liberté un peu, où les profs te laissent beaucoup d'autonomie. Où il y aurait une pleine confiance entre les élèves et les professeurs. Or les cours qui est plus d'activités pour se sentir bien et qu'on soit directement à l'aise, donc il y ait des activités organisées entre les élèves, entre les profs et les élèves, les surveillants et les élèves. Après, il y a des cours qu'on trouve plus ludiques que d'autres, par exemple. En français, il n'y a pas d'esprit d'équipe, tandis qu'en sport, par exemple, quand on fait du basket, on communique, on noue des liens, entre guillemets. Les relations que j'observe dans différentes classes et avec différentes personnes, entre profs et élèves, je dirais qu'elles sont compliquées et oui, il faudrait les réinventer. Pour certains profs, je pense qu'ils sont ils se sentent supérieurs à nous, ce qui est normal, mais un peu trop, je trouve. Il y a beaucoup d'élèves qui n'osent pas aller vers les profs parce qu'ils sont des fois trop durs ou même trop fermés. On a l'impression qu'ils vont nous rejeter. On a moins envie d'exposer nos opinions par peur de vexer le prof ou d'être puni pour ça, quoi. De part et d'autre, peut-être qu'on manque de communication finalement et qu'on n'arrive plus à se comprendre en fait. Personnellement, j'utilise énormément les réseaux sociaux. J'utilise beaucoup les mails pour communiquer en dehors que le temps scolaire avec mes élèves. Si on a des questions, si on n'a pas envie de poser des questions devant toute la classe ou si on préfère se confier à un professeur, même si on a peur d'aller lui parler en face, je trouve que c'est quelque chose de pratique. À tout moment, on peut répondre à l'élève et on peut surtout le rassurer. Ça peut être sympa de se sentir proche des professeurs quand ils nous partagent leurs connaissances autres que forcément dans leur matière. Enfin, que vraiment, je sais pas, des leçons de vie, se sentir proche d'eux d'une autre manière que par leurs cours. Il faudrait peut-être aussi théâtraliser un peu plus. Moi, je suis un peu théâtrale quand je fais cours. Je pense que, voilà, après, le professeur qui est là au bureau, un peu statique, c'est peut-être pas le meilleur schéma. Et puis, tester des choses comme ça. Je crois qu'on est une génération où on doit établir un renouveau. Solliciter les élèves non plus sur une connaissance exhaustive des programmes, mais sur leur compréhension et leur interprétation de la discipline qu'on leur a enseignée. Et peut-être les évaluer sur un travail plus personnel, sur des dossiers, c'est-à-dire créer des profils au fond. Les élèves, ils sont dans un monde qui bouge à toute allure, ils vivent des choses pas forcément drôles, que ce soit dans le cadre familial ou que ce soit dans la société actuelle. Et nous, on est là pour les accompagner, pour les rassurer et pour en faire des êtres autonomes, surtout. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie et à la capacité d'adaptation. C'est ça le secret pour en faire des adultes épanouis. Rêver l'école, c'est leur donner envie de s'investir sans qu'il y ait forcément d'évaluation, de notes, par exemple. Leur montrer qu'apprendre une notion de science, c'est pas que pour le contrôle, c'est pour la vie quotidienne. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que nous, profs, on doit vraiment suivre ces générations avec leur temps parce qu'il faut qu'on ait de quoi les interpeller. Parce que nous, en STMG, par exemple, la philosophie, dans ce cours-là, on se retrouve un peu perdu et pas à notre place. C'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on ne comprend pas trop l'intérêt, on ne comprend pas le message que véhicule le professeur. C'est à nous, en tant que professeur, de lui faire comprendre que ces choses-là ont un sens. On doit le solliciter au maximum.
Quand je m'adresse aux élèves, je leur dis, et c'est une réalité, que l'histoire, ce n'est pas l'étude du passé, c'est l'étude de l'homme dans son temps. Alors, ça veut dire qu'il y a là la nécessité pour un enseignant à réfléchir sur comment, je dirais, figurer ou représenter la discipline aux élèves, pour qu'ils comprennent le sens contemporain de son enseignement. C'est vrai que nous marchons à l'économie. Je parle en tant que prof. J'ai mon cours, je le passe d'une manière linéaire, on essaie de m'adapter par-ci, par-là, mais c'est insuffisant. Le public a changé, il a besoin de sens, il a besoin de manipuler, il a besoin de comprendre de quoi nous parlons. Donc si on pouvait changer notre rapport au savoir, à la pédagogie, aux élèves, on peut faire des choses de ce côté-là. On peut récupérer beaucoup d'enfants qui ne sont pas ingénieurs, qui ne viendront jamais ingénieurs, qui auraient pu l'être, mais parce qu'on s'y prend mal. Eh bien, des interventions qui nous permettent de lancer notre sujet. On voit bien que le face-à-face pédagogique est vraiment dépassé dans la relation prof-élève. Ce n'est pas simplement la transmission d'un savoir, c'est bien au-delà. C'est l'accompagnement d'une personne. Vous en êtes tous convaincus. La question, c'est, qu'est-ce que ça évoque comme écho dans vos expériences respectives, et puis surtout comment le chef d'établissement peut accompagner cette relation prof-élève. Vous n'êtes pas dans la classe, vous passez en salle des profs évidemment, vous connaissez par cœur vos enseignants, mais comment l'accompagner quand on voit la dimension humaine, la dimension éducative qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, et les attentes de ces deux parties que sont les professeurs et les élèves. C'est peut-être une première question, elle est un peu longue, pardon, mais qu'est-ce que ça évoque en vous dans votre propre parcours? Vous m'avez dit que vous aviez un établissement avec des élèves de profils extrêmement divers, et puis surtout comment le chef d'établissement peut accompagner cette relation, s'inscrire dans ce face-à-face prof-élève. C'est assez délicat parce que justement le point de départ qu'on a vu depuis hier et là dans le reportage, c'est l'épanouissement de l'enfant. Et en tant que chef d'établissement, on a nos contraintes administratives, réglementaires et même le règlement intérieur. Et à chaque décision ou à chaque projet dans les établissements, tous les chefs d'établissement qui sont là vont vous dire qu'ils ont des projets. On construit tous des projets pédagogiques. Mais derrière, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on y met un sens? Et le sens, c'est dans l'enfant, dans son épanouissement. Et on doit nous réguler ça entre l'enfant qui est au cœur, son épanouissement depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, et nous derrière des contraintes réglementaires parce qu'il faut que ça soit structuré, parce qu'on est en France et que c'est comme ça rentre dans des cases. Donc on a cette contrainte-là et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Dans un conseil de classe, dans un projet qu'on nous amène, est-ce que c'est l'enfant qui est au cœur ou c'est parce qu'on répond à un programme? Si c'est juste répondre à un programme, ça ne sert à rien. Donc votre rôle, c'est de sans arrêt remettre le balancier sur l'enfant? Remettre l'enfant au cœur du système. Pour justement, parce qu'on part souvent d'un constat, quand on est chef d'établissement au bout d'un certain nombre d'années, alors surtout quand on a de la crèche en fait jusqu'à l'enseignement supérieur, on se rend compte que l'enfant, il s'affadit. Au niveau de la maternelle, c'est l'âge le meilleur. Et la pédagogie des professeurs des écoles à ce niveau-là est formidable. Il n'y a pas de notes. Il n'y a pas une progression arithmétique réelle des savoirs, il y a une volonté de compétence de l'enfant pour l'amener à intégrer l'école primaire. Et à partir du CEP, CE1, ça disparaît, ça saute. On rentre dans un programme, on rentre dans des savoirs, on rentre dans une notation, l'enfant découvre la notation. Hein, et là, on n'est plus dans l'enfant, on est dans le système. Et nous, notre rôle, je pense, en tout cas en tant que chef d'établissement, et encore plus actuellement, c'est peut-être de revenir à ce qui a été dit hier, c'est peut-être l'école de la Révolution française. À cette école-là, où l'enfant, peut-être un peu les styles Montessori, la nouvelle pédagogie des années 20, des années 30. Plus de modularité, de choix, oui, de souplesse. Oui, liberté, parce qu'il doit, par sa liberté, s'épanouir. Et l'enseignant, comme le chef d'établissement, doit être là pour guider ça. C'est-à-dire le permettre dans un système qui est cadré. Parce qu'il faut forcément un cadre, quand même. Mais ce cadre, il peut être plus ou moins ouvert. Et il était très fermé jusqu'à présent. On va voir avec la réforme s'il s'ouvre. On espère tous, je pense, qu'il va s'ouvrir. Vous faites allusion à quelle réforme? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont lancées en ce moment. Celle qui va arriver là sur la modularité notamment. Le lycée, alors. Voilà. Le lycée et le bac. Plus sur le lycée. Mais ce qui a été commencé par le socle commun,
aussi au niveau du collège, où on pourrait prendre ça en main pour se dire, et si réellement on faisait sauter tout le carcan de notes, si on faisait sauter tout le carcan des savoirs, et si on passait vraiment sur un référentiel que de compétences, si on allait beaucoup plus loin. On pourrait même imaginer, parce que c'est pas interdit, hein, de se dire qu'un collégien, il peut faire son collège en 3 ans, il peut le faire en 2, ça va peut-être être compliqué, parce que c'est long, mais il peut le faire en 3 ans sans aucun problème, notamment sur le 6e, 5e. Donc on pourrait réduire ça. Mais un lycéen, lui, il pourrait le faire en 4 ou 5 ans. On a des lycéens qui cherchent avec les filières, ils bougent. Et donc là, c'est de laisser la liberté à l'enfant de pouvoir évoluer par rapport à ce qu'il est. On dit souvent qu'il y a des enfants qui sont mûrs, d'autres qui sont moins mûrs. On ne le respecte pas dans notre système. En mathématiques, parce que c'est souvent le chancre, réellement le point de crispation, un élève qui va dire « je suis nul en mathématiques » et qui a décroché en 4e sur l'abstraction, en 3e, on voulait rajouter une couche d'abstraction. Mais comme on ne le fait pas redoubler, parce que de toute manière, il ne faut plus faire redoubler parce que c'est pas bien, donc il passe et il fait sa 3e et on lui rajoute une couche. Mais il n'a pas compris la première, il ne l'a pas intégrée. En seconde, on va faire pareil. Et puis il va continuer. Mais en fait, il va arriver après à l'enseignement supérieur et les maths, il n'en fera peut-être plus. Il va peut-être aller dans une faculté, une université qui ne nécessite pas cet apport mathématique. Et on l'aura obligé à aller jusqu'à un niveau de savoir mathématique qui ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Pourquoi on ne l'a pas laissé avec son niveau à la limite de 4e, qu'on a essayé d'améliorer d'année en année, mais il partir avec ce niveau de 4e, parce que de toute manière, après, il ne l'utilisera pas. Donc quel est le sens qu'on donne à tout ça? Et moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus, depuis que je suis chef d'établissement, dans une machine de guerre qui est là pour répondre à des impositions de on veut tant de % d'une classe d'âge qui est un baccalauréat, tant de % d'une classe d'âge qui est une licence. Mais l'enfant dans tout ça, il est où? Nulle part. C'est ce que décrivait assez bien Alain Boissineau hier quand il nous parlait des réformes successives qui reprenaient plus ou moins des dispositifs pédagogiques existants, mais avec une volonté politique nouvelle. Donc si je comprends bien, le chef d'établissement là-dedans, c'est à la fois un articulateur entre ce cadre réglementaire et les besoins de l'enfant, les besoins aussi des enseignants de s'inscrire dans ce système. C'est permettre une liberté dans le but d'épanouir un enfant. C'est ça. Si on sort l'enfant, c'est-à-dire si on le gomme, et si l'objectif c'est d'avoir des mentions au bac, si l'objectif c'est d'avoir un bon petit cerveau dans une tête bien blonde, avec des yeux bien bleus, etc., ça sert à rien. Strictement à rien. C'est l'enfant dans sa diversité et dans son rapport à l'humain, à la société, que là c'est intéressant. Et je trouve que c'est maternelle où on fait le plus de temps, et après c'est le lycée professionnel. Mais au milieu, on sacrifie beaucoup d'élèves. Alors, merci pour cette réflexion. J'entends qu'elle est partagée et qu'elle est inspirante, peut-être pour des réformes à venir. Ce que vous décrivez sur la modularité, la possibilité de faire son parcours en 3-4 ans, c'est ce qui va être mis en place dans l'enseignement supérieur. Donc peut-être qu'effectivement, dans quelques années, cela découlera logiquement sur le niveau secondaire. Carole Brincourt, quand on a échangé avant cette table ronde, vous m'avez parlé de votre vision d'un établissement ou d'une école apprenante. Et c'est comme ça que vous compreniez votre mission auprès des enfants. Vous m'avez également beaucoup parlé de l'épanouissement de l'enfant au centre de votre mission. Comment fait écho cette vidéo dans votre témoignage professionnel, personnel? Et puis, même question qu'à votre collègue, comment vous voyez ce rôle de chef d'établissement dans ces contraintes diverses, cette complexité de votre gouvernance, des différentes relations que vous gérez aujourd'hui? Comment vous voyez son rôle dans la perspective d'une école idéale? Alors je dirais que plus j'avance dans l'enseignement, plus je me dis que c'est pas tant le contenu ni les outils, c'est pas tant les programmes ni les outils qui sont importants. Ce qui est surtout important, c'est la façon dont on va enseigner et la façon dont on va établir la relation. Pour moi, s'il n'y a pas de relation à la base, eh bien, on aura beau avoir un super programme, un super établissement, des superbes outils, on passera à côté de quelque chose. Il faut d'abord travailler sur la relation, prendre le temps, se donner le temps, se donner l'autorisation, laisser de côté
savoir que ça existe, hein. Bien évidemment, on ne va pas faire n'importe quoi non plus, on a des comptes à rendre, mais au moins oser y croire, chaque jour se dire c'est possible, et puis petit à petit, comme ça, par petits pas, donner le goût d'avoir envie, donner l'envie d'avoir envie. Et ce travail... C'est d'actualité. Oui, voilà, c'est à la mode, je sais. Voilà, ce travail, en fait, mon propos, si vous voulez, c'est pas un propos pour les enfants, c'est un propos pour les enfants, les adultes, personnels ou enseignants, les parents, le chef d'établissement. Tout ça, c'est un ensemble. On ne peut pas faire des choses les unes à côté des autres et des choses décousues. Il faut qu'il y ait un lien. Et je dirais que le chef d'établissement, c'est ça sa fonction, c'est de faire le lien. Il a tous les ingrédients qu'il faut. En tous les cas, il va faire en sorte que les ingrédients soient de qualité. Ça, c'est le rôle aussi du chef d'établissement. Et ensuite, lui, il va faire la sauce, il va faire le lien. Et il va donner de la saveur à ce plat. Je suis une grande gourmande, hein, donc je prends souvent des images. Ça nous parle, ça me parle aussi. Voilà. Et voilà, donc moi, je pense que la façon dont on va enseigner, l'essentiel, c'est ce qui va se passer dans la relation. Et si on laisse le temps à l'enfant aussi de s'exprimer, souvent l'adulte décide ou pense pour l'enfant. Donc quand je dis l'enfant, c'est aussi le jeune. On pense pour eux. Les parents pensent pour eux, les enseignants pensent pour eux, le chef d'établissement pense pour l'enseignant, il pense pour l'enfant. Voilà. Et si on prenait le temps d'écouter, là on le voit dans les témoignages, il y a plein de choses intéressantes et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir d'eux. Il faut juste être là pour recevoir. Je pense que mon voisin va parler d'autorité, hein, puisque souvent quand on parle de violence, on associe l'autorité. L'autorité, c'est une présence pour moi. Une autorité, c'est pas quelque chose qu'on impose, c'est une façon d'être, c'est une façon d'accueillir, c'est une présence. Et voilà. Très concrètement, vous me parlez tous les deux beaucoup de votre vision de la relation à l'enfant, à l'élève. Vous dites enfant d'ailleurs, vous dites pas élève. C'est intéressant. Vous me parlez moins de vos relations avec les enseignants. Donc comment vous faites pour que votre vision, alors que vous n'avez pas d'autorité hiérarchique officielle sur les enseignants, ils ont cette autorité hiérarchique pédagogique avec la ligne que l'on connaît, très, très horizontale de l'éducation nationale. Comment vous faites pour impulser cette vision auprès des enseignants dans le but de l'épanouissement de l'enfant, avec peut-être un exemple que cela vous inspire? Bien, on se rend compte que dans la formation des enseignants, on leur apprend un savoir, on leur apprend des savoirs. On ne parle pas, ou très peu, à moins que ça n'ait changé, de tout l'aspect relationnel. On ne leur apprend pas la relation, on ne leur apprend pas à décrypter les émotions, les sensations. Tout ça, ça ne s'en prend pas. Donc si personnellement, on n'a pas à cœur de se développer, nous, de travailler sur notre développement personnel, c'est compliqué après d'entrer en relation avec les autres. Donc le chef d'établissement, pour moi, il doit encourager, inciter et montrer que le développement personnel est essentiel. Et puis c'est par l'attitude, je pense que c'est plus par l'exemple que par les mots. Une courte réponse là-dessus. Un adulte, pour moi, c'est toujours un enfant qui s'est perdu. Il s'est oublié dans le système parce que les responsabilités, les charges ont fait que tout ce qui fait le pétillant de l'œil de l'enfant, il est parti. Et en fait, c'est de rendre à chaque adulte, mais c'est aussi le personnel administratif, hein, parce que dans les projets pédagogiques, si on n'a pas le personnel administratif, le personnel de vie scolaire, les adjoints, ça ne fonctionne pas. Un établissement, il fonctionne parce que c'est un tout. Et en fait, dans chacun, c'est de lui remettre au cœur que c'est un enfant et qu'en fait, il peut s'épanouir aussi par d'autres projets. Mais ça peut être le projet académique, hein, scolaire bête, hein, des équations, un programme d'histoire, et ça peut le passionner parce que c'est sa passion de transmettre comme ça. Mais si c'est sa passion, ça passera
Au niveau des jeunes, ça passera. Il y a un professeur de lettres, et chez nous, c'est une vieille France, il devrait être en retraite depuis 4 ans, il est toujours là. Il est accroché à son académisme. Mais comme on l'a vu sur une personne là dans le dernier reportage, il est tellement théâtral dans sa façon de transmettre que les enfants, c'est comme s'ils étaient dans une pièce de théâtre tout le temps. Et ça marche. Et donc ça marche. C'est vraiment, c'est dire à l'enseignant, très souvent quand il y a un enseignant qui vient avec un projet, un peu la tête entre ses jambes, en se disant est-ce qu'on va me dire oui, dire non, on va me parler de budget, combien ça coûte, de responsabilité, est-ce qu'on a les autorisations parentales, etc. Et c'est de dire réellement éclate-toi, vas-y. Alors, on va faire un pas de côté par rapport à cette vision très enthousiasmante, très positive que vous portez l'un et l'autre, en écoutant Éric Debarbieu. Alors Éric Debarbieu, vous le savez, il est chercheur, c'est un des plus grands spécialistes de la violence en milieu scolaire, donc on va parler des aspects moins positifs de ces relations, évidemment. Et il est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris-Est-Créteil. On l'écoute tout de suite. Si vous voulez, si je travaille sur le climat scolaire et en même temps sur les questions de violence à l'école, c'est d'abord parce qu'il y a un lien extrêmement fort entre les deux. Si vous voulez, on a souvent vu la violence à l'école comme une violence qui venait de l'extérieur, ce qu'elle est parfois, mais c'est très rare en réalité. Techniquement, c'est plutôt des élèves qui, entre eux, sont victimes et auteurs, par exemple, oui, de harcèlement, de plein de petites violences. Bon. Or, c'est une affaire pédagogique, c'est pas une affaire simplement de sécurité publique. Donc, le lien est totalement prouvé à ce niveau-là dans la recherche nationale et internationale. C'est plus quelque chose dont on dit on croit que, non, on sait que. On a aussi maintenant et de plus en plus travaillé sur la question du lien avec la qualité des apprentissages. Alors effectivement, ça peut paraître vraiment une évidence totale. Si les élèves sont plutôt bien dans leur peau et que les profs sont plutôt bien dans la leur, il est évident qu'on devrait un petit peu mieux apprendre d'un côté et enseigner de l'autre. Bon. Seulement cette évidence-là, elle est un peu combattue paradoxalement par une très bizarre idéologie qui est très française, hein, qui s'appelle l'antipédagogie. Nous avons nos climato-sceptiques. Le climat scolaire, c'est le jugement positif que tous les groupes d'acteurs, et c'est important que ce soit les groupes et pas simplement les individus, donc d'un établissement scolaire, vont porter sur cet établissement scolaire. Par exemple, il est tout à fait montré dans la recherche que le principal facteur de stress chez les personnels enseignants, c'est pas la relation aux élèves, c'est la relation aux collègues. Et quelquefois la hiérarchie. Donc oui, ces relations sont extrêmement importantes. Quatrième facteur, qui est également très important, bien sûr, c'est la qualité des locaux. Bon, il est évident qu'on apprend aussi bien mieux quand on est dans un local agréable, mais aussi dans des locaux qui sont appropriés aux élèves, appropriés par les élèves, c'est-à-dire où ils sentent chez eux, tout simplement. Si vous voulez, la qualité des locaux, ça va avec le sentiment d'appartenance, qui est tellement important. Donc oui, je travaille beaucoup actuellement, par exemple, avec les gens de la discipline positive, hein, ou avec la justice réparatrice, vous voyez, tout ce qui est responsabilisation, responsabilité. On veut des citoyens responsables, nous formons des citoyens responsables, ben, il faut commencer par leur donner des responsabilités dans un établissement scolaire. Donc ça veut dire aussi une coopération globale. Coopération avec, bien entendu, les personnels entre eux, ce qui est si difficile quelquefois, mais aussi donc coopération entre et avec les élèves. Est-ce que vous avez le sentiment que d'une manière générale, le dénigrement permanent de l'école a une incidence sur le climat scolaire ? Totalement. C'est pour ça que j'ai écrit mon dernier livre, Ne tirez pas sur l'école, réformez-la vraiment. Je veux dire que c'est un vrai cri de colère, mais qui est quand même basé aussi sur la recherche, très clairement. Hein, et à partir, entre autres, d'une enquête qui montre un ras-le-bol fou de cette manière dont on dénigre sans arrêt l'école. Et avec injustice. Mais ça évite de poser des vrais problèmes. Effectivement, des vrais problèmes qui vont être du genre, qu'est-ce qu'on fait des enfants à troubles de comportement lourds ? Comment on fait une vraie école inclusive? Comment se fait-il que les enseignants du premier degré, qui sont pourtant si importants, soient payés 27% de moins que les enseignants du second degré? Vous voyez, c'est ce genre d'exemple. Est-ce qu'on fait vraiment une éducation prioritaire alors qu'on sait qu'un lycéen parisien coûte 47% de plus qu'un lycéen de banlieue? Et tout ça, c'est sur des problèmes qu'on ne pose pas. Alors oui, effectivement, je suis en colère là-dessus, mais le personnel aussi. Hein. Il faut savoir de quelle réforme on veut. Quelle réforme est essentielle? Quelle réforme va être une vraie priorité? C'est quoi gouverner l'éducation nationale? Puis on dit, ah oui, on peut dire quelque chose qui est essentiel, et c'est un vrai levier, l'autonomie. Oui, l'autonomie, moi j'y crois. L'autonomie, je la défends. Une autonomie qu'il ne faut pas confondre évidemment avec la guerre des petits chefs, c'est une évidence. Une autonomie avec des chefs qui sont réellement formés au management, par exemple, et un vrai management de bienveillance, c'est important. Mais je rappellerai une phrase du philosophe André Glucksmann, très simple. Il est peu de pouvoir qui se passe du luxe de dire vous êtes libre.
Donc première chose, oui, la réflexion sur le pouvoir, sur l'autonomie, complètement d'accord. La manière dont on dirige un établissement en créant une communauté juste, une démocratie. Construisons des démocraties scolaires. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est essentielle, le levier principal, c'est la formation. Formation des enseignants, qui est basée sur quoi? Mais enfin, elle est ridicule quelquefois. Non pas que les formateurs soient mauvais, mais c'est des miettes de formation. Où est la cohésion et la cohérence de tout ça? Quelles sont les urgences? Moi, j'ai 46% de réponses dans mon questionnaire destiné aux enseignants du premier degré, par exemple, comme quoi ils ont souvent ou très souvent des problèmes avec des enfants à troubles de comportement lourds. Ils n'ont rien eu en formation là-dessus. Comment on fait? Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais on est aussi là sur la formation prisonnier de cette espèce d'idéologie jurassique, néandertalienne, qui est effectivement celle qui dit que, pour être un bon enseignant, il suffit d'avoir le savoir, la pédagogie, c'est mal. La pédagogie est responsable de la chute des résultats, etc. Mais si vraiment la pédagogie avait pris le pouvoir, ça se saurait peut-être. Je me rappelle d'un de mes grands amis québécois, Gilles Royer, qui dit souvent en France, vous êtes formidable, vous dites qu'il faut prévenir un problème quand il est devenu chronique. Bon, c'est un peu dur, mais ça reste un petit peu vrai. Enfin, quels sont les vrais problèmes? Donc je parlais des troubles de comportement, c'est vrai. Premier. Je parle aussi du coup de l'endroit où ils se produisent le plus souvent et qui devient donc aussi l'objet de conflits très forts avec les parents. Donc oui, l'éducation prioritaire. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas ailleurs. Ailleurs aussi, nous avons ce type de problème. C'est que la troisième chose, c'est-à-dire l'essentiel d'une vraie école inclusive. Je veux dire, les autres pays qui ont fait l'école inclusive, qui l'ont réussi, l'ont fait en ne confiant pas les enfants les plus en danger ou les plus difficiles aux personnels les plus fragiles. Bon, et effectivement, donc aussi cette réflexion sur le pouvoir qui est essentielle. Oui, c'est vrai qu'une certaine autonomie des directeurs d'école, des chefs d'établissement un peu plus forts, est pour moi un point de vue positif. Non pas que je vais défendre la marchandisation de l'éducation nationale, comme diraient mes amis gauchos, mais en attendant, il y a un moment où le système pyramidal ne fonctionne absolument plus. L'importance peut-être aussi de beaucoup mieux associer, ce qui n'est pas toujours le cas, les élèves au projet d'établissement, mais réellement, pas obligatoirement par un simple système de délégation. Bon, on est dans des établissements qui, en France, même les gros établissements, sont beaucoup plus à taille humaine que ce que je peux voir à l'étranger. On a peut-être quand même les moyens d'aller un petit peu plus loin vers, oui, encore une fois, je crois beaucoup à la démocratisation, mais si vous voulez, il ne s'agit pas tellement de décréter la démocratie que de la faire vivre. Et on la fait vivre sur des projets. On l'a fait vivre aussi sur une démocratie, c'est une loi aussi. Ce sont des règles de vie. Bon, mais sur des règles de vie qui ne sont pas simplement de l'interdit, mais du permis. Je vous donne un exemple très bête. Quand un groupe de grands élèves de première demande donc d'organiser une fête de fin d'année ou de Noël, bon, la question n'est pas de leur dire oui ou non, c'est de leur dire oui mais quoi? Oui mais quelle responsabilité? Vous voyez, être démocrate, c'est être responsable. Démocratie, oui, mais c'est une démocratie qui veut dire une démocratie inclusive, où chacun est important, où chacun a un référent, où chacun peut avoir, par exemple, une aide. Vous voyez, des choses très bêtes, mais bon, que dans un lycée, les élèves de terminale accueillent la veille de la rentrée les élèves de seconde ne me paraît pas quelque chose d'extraordinairement difficile à faire. Vous voyez, c'est donc pas simplement une question de pouvoir, c'est aussi, moi je le dis très souvent, une simple question de conception de l'humanité. Je vais terminer exactement comme je terminais tous mes cours, toutes mes conférences, toutes mes interventions publiques depuis des années maintenant, par un simple principe. Un principe qui a été émis par un grand pédagogue polonais qui s'appelle Janusz Korczak, qui était un médecin. Et ce médecin, donc, était aussi un formateur. Et dans une de ses premières formations, qu'il appelait le cœur de l'enfant, il a montré derrière l'appareil radiologie, donc, cet enfant, et il disait, ben, vous voyez, on est tous des adultes là autour. Ça l'impressionne. Vous voyez son cœur, là, vous voyez son cœur. Et donc il ajoutait, il terminerait, je terminerai comme ça aussi. N'oubliez jamais comment bat le cœur d'un enfant qui a peur. Très belle conclusion. Je vous signale que cette vidéo, vous pourrez aussi la retrouver, comme celle de François Tadei, que l'on découvrira un petit peu plus tard dans la matinée sur YouTube, si vous souhaitez la revisionner. Je me tourne vers vous, Benjamin Moignard, maintenant. Vous avez précisément étudié, pour faire le lien avec la vision d'Éric de Barbieux, étudié le climat scolaire et les relations, justement, spécifiquement dans l'enseignement
privée. Est-ce que vous pouvez nous donner, et on s'excuse pour le caractère succinct de cette présentation, nécessairement pour un chercheur, les grandes lignes de ce que vous avez pu observer? Bien sûr. Donc sur cette question, effectivement, je vais rejoindre Éric Debarbieu, avec qui on a mené ces enquêtes, et sur l'enseignement privé et catholique en particulier. Cette enquête commence, donc il faut rester prudent sur ses conclusions, mais quelques éléments quand même. Bon, ce qui est important d'avoir à l'esprit, et Éric l'a bien dit, c'est cette idée que pour améliorer le climat scolaire, il faudrait d'abord travailler beaucoup avec les élèves et sur les élèves. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. Lorsqu'on travaille sur le climat scolaire, l'amélioration du climat scolaire, le climat scolaire étant la manière avec laquelle l'ensemble des acteurs éducatifs jugent la qualité de la vie à l'école et du travail à l'école, et bien des deux, c'est-à-dire l'articulation de la vie et du travail à l'école. L'enjeu du climat scolaire, c'est celui-là, c'est de réussir à être à la fois sur un registre académique, disciplinaire important, mais aussi sur celui de la construction relationnelle dans l'établissement. On voit que finalement les élèves, quand on les interroge, et ils sont nombreux à avoir été interrogés, plus de 40 000, pour 90% d'entre eux, les relations avec les enseignants sont bonnes ou très bonnes. Donc l'idée qu'il y aurait des relations assez défavorables ou détériorées avec les enseignants est une idée relativement fausse. Même si les élèves sont aussi prompts à donner un certain nombre de recommandations, et on les a entendues tout à l'heure, pour que ces relations soient encore meilleures ou que l'image de l'enseignant ne soit pas forcément celle d'une image traditionnelle d'enseignant un peu trop fermé du goût des élèves. Ça, on le retrouve pas tant sur l'aspect relationnel que sur une autre thématique que vous connaissez tous et toutes très très bien, qui est dans les établissements une manière, si on veut mettre un peu d'ambiance dans une salle des profs, c'est une thématique qu'on peut très bien utiliser. Cette thématique, c'est celle des punitions. Vous voulez vous faire plaisir dans une salle des profs, vous dites « étude de cas ». J'ai tel cas dans telle classe avec tel élève, qu'est-ce qu'on fait? Quelles mesures on prend? En général, c'est pas simple. Mais c'est très intéressant. Parce que cette question des punitions et des sanctions, elle vient cristalliser beaucoup d'enjeux éducatifs, pédagogiques, la manière avec laquelle on conçoit son rôle, sa place. Comment est-ce qu'on se positionne en tant que guide, qu'accompagnateur, ou au contraire, fort d'une autorité importante. Et sur cet aspect-là, la relation des profs, des élèves, mais aussi des élèves avec l'ensemble des adultes de l'établissement, est particulièrement détériorée en France. Je vous donne juste quelques chiffres. C'est 60% de ce même échantillon qui considèrent que les punitions sont justes. Ça veut dire que 40% considèrent qu'elles sont injustes. En France, on a, sur une enquête que j'ai publiée à partir d'un échantillon, on a dans certains départements entre 2 et 8 élèves par jour temporairement exclus, par établissement. Entre 2 et 8, tous les jours, temporairement exclus. Je ne parle pas des exclusions de classe, je parle des exclusions temporaires. Ce sont des choses qui viennent nous dire l'école que l'on a et la difficulté que l'on a. Et moi, en tant que chercheur, je ne peux pas m'empêcher parfois de constater dans un certain nombre d'établissements dont je sais combien il est difficile de les encadrer, combien le métier est dur, d'observer des décalages entre des formes de bienveillance très affirmées, recherchées, et un décrochage à ce moment-là de l'usage et de l'exercice de la sanction et de la punition. Pourtant, ce que montrent bien les enquêtes, c'est que sur cet aspect-là, on a une grande difficulté. Le deuxième élément que Debarbieu rappelait aussi, c'est donc pas tant par rapport aux élèves que par rapport aux adultes entre eux. Les élèves apprécient leur relation avec les profs. Lorsque l'on interroge les profs sur leur relation avec les élèves, elle est globalement très positive. Précisément, elle est entre 75 et 80% des enseignants qui considèrent que les relations avec les élèves sont bonnes ou très bonnes. Si on leur pose la même question sur leurs collègues, on perd 20 points. On perd
20 points. Une des spécificités de l'enseignement catholique, sur les premiers résultats qu'on a, qui sont très provisoires, c'est qu'on n'a pas, comme on l'a dans le public, le décrochage sur des aspects de hiérarchie. Les enseignants de l'enseignement catholique sont beaucoup moins nombreux à signaler des difficultés fortes avec la hiérarchie que ne le sont leurs collègues de l'enseignement public. En revanche, il y a une préoccupation majeure qu'ils ont et qu'on ne retrouve pas dans le public. Quand on demande aux enseignants quel est le corps avec lequel vous avez le plus de difficultés à travailler, que ce soit dans l'école ou hors de l'école. Dans l'enseignement catholique, a priori, à votre avis, qu'est-ce qu'ils répondent pour 60% d'entre eux? Qu'est-ce qu'ils mettent tout en haut de la difficulté? Les parents. 61% d'un côté, 8% seulement, lorsque je pose la même question dans l'enseignement public. Tout ça pour dire que la construction relationnelle, l'enjeu de l'amélioration du climat scolaire, lorsque l'on s'intéresse à cette question, ce qu'il y a tout en haut pour améliorer le climat scolaire, ce qui est le plus prégnant, le plus décisif, c'est la qualité du travail entre les adultes. C'est ça. Très souvent, on organise, et à raison, et il ne faut pas s'en plaindre, une action d'abord déterminée sur des aspects et des référentiels pédagogiques et éducatifs à l'égard des élèves. Et on peut s'en féliciter, bien entendu. En revanche, on sait qu'on passe souvent sous silence cette difficile question, et je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul des chefs d'établissement présents dans la salle qui me contredira sur ce point. La difficile question de la gestion des adultes, c'est une question centrale. Sur cette question de rêver l'école ensemble, c'est celle qui, très certainement, est aussi au cœur de la manière avec laquelle on peut aborder l'enjeu de l'amélioration du climat scolaire. Et juste un mot pour finir sur un aspect qui me semble important, et vous me pardonnerez de le dire forcément de manière un peu brutale, là où il faudrait mettre de la nuance. Attention à l'idée que l'on pourrait avoir que les programmes, les contraintes disciplinaires, curriculaires, n'ont pas d'importance. Ou, et je suis moi-même surpris de pouvoir imaginer donner la voix à ce qu'on appelle des antipédagogues ou des choses comme ça, comprenez-moi bien, l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu est de dire, ces enjeux de programme, ces enjeux curriculaires, sont aussi ceux qui font que l'on peut s'assurer une relative équité de notre système éducatif. Si je le dis autrement, si je laisse les élèves choisir là où ils se sentent bons, là où ils se sentent moins bons, alors c'est plus un élève ouvrier qui aura le bac pour 6 élèves d'enfants de cadre qui aura le bac, ce sera démultiplié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enjeux de programme, ces enjeux curriculaires, ces enjeux d'exigence sont aussi ceux à partir desquels peut se travailler, d'un point de vue national, l'équilibre des exigences, des attentes et leur cohérence. Et ça pose véritablement un enjeu d'équité qu'il ne faut sans doute pas ignorer. Merci beaucoup pour cette présentation forcément rapide. Donc vous allez voir avec cette dernière intervention, Madame Lynn Maboka, je m'excuse de vous donner la parole en dernier, mais c'est à dessein, puisque vous avez travaillé, je l'ai dit rapidement dans votre présentation, sur la médiation. Et je pense qu'effectivement, on arrive à cette question après vos 3 interventions, et le point que vous avez bien posé, Benjamin Moignard, sur la relation entre les adultes, et la question de la médiation au sens large dans un établissement. Voilà. Que vous inspirent déjà les différents témoignages et présentations de recherche que vous venez d'entendre? Et puis, si vous pouvez inscrire ça dans vos propres travaux, forcément rapidement, et je m'en excuse par avance. Oui, d'accord. Je vous remercie. En effet, je rebondirai déjà, enfin, plutôt je vais reprendre à mon compte la dernière proposition que nous fait Éric de Barbieux, qui est celle de ne pas oublier le cœur de l'enfant qui bat quand il a peur.
Et le travail de médiation que j'ai fait prend en compte, je dirais, un paradigme qui serait un renversement de ce qui existe maintenant en donnant effectivement toute sa place à l'élève. C'est-à-dire que à travers les propositions des chefs d'établissement, je me suis complètement retrouvée. C'est cette dynamique qui est visée, c'est-à-dire une prise en considération de la personne de l'élève. Quand je le dis, c'est le positionnement, c'est le paradigme dans lequel je m'inscris, qui est celui d'Henri Vallon, en fait, qui nous a inspiré la réforme des cycles, qui nous a inspiré peut-être le fameux cycle 3 que nous vivons depuis 2 ans maintenant. Enfin, vraiment, cette année, je dirais, ça veut dire qu'on essaie d'avoir une école qui s'inscrit dans la continuité du développement de l'enfant. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de 4e, parce qu'en plus mes exemples se passent en 4e par la suite, mais l'enfant de 4e va se retrouver à un moment de son développement psychologique où il devra passer à un autre stade d'abstraction, globalement par rapport à son âge. Donc c'est l'enfant moyen, l'enfant épistémique, mais c'est souvent ce qui se passe. Donc les propositions de programmes qui sont faites, en termes d'abstraction avec l'approche de la géométrie, par exemple, géométrie dans l'espace, c'est tout à fait cohérent par rapport au programme et au développement de l'enfant. Mais nous dit Vallon, tout le monde n'a pas le même rythme. Et donc, effectivement, il faut pouvoir donner à chacun le temps d'arriver à son niveau d'abstraction. Mais ils y arrivent, hein, de toute façon, ils y arrivent tous. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ne pas oublier le cœur de l'enfant qui bat. Ça veut dire aussi qu'il bat quand il a peur. Ça veut dire aussi que peut-être que je n'y suis pas encore arrivé, donc ce n'est pas étonnant que je rencontre cette difficulté. Et ça renvoie effectivement au rôle de l'enseignant, le premier, je dirais, auprès de l'élève, qui serait de prendre en compte cette différence qu'il peut avoir à l'intérieur de sa classe pour accompagner chacun en fonction de là où il est. Et là, c'est une vraie difficulté. Je crois que l'autre mot que nous devons associer à ce que nous disons aujourd'hui, c'est la dimension de la complexité. On est dans un métier, que ce soit l'enseignant, que ce soit le chef d'établissement, mais en tout cas, quand on essaie d'accompagner le développement d'un individu dans notre système éducatif, un système éducatif en termes de généralité, tout simplement, c'est une tâche complexe. Et les professionnels que sont les personnels d'éducation et les enseignants ont effectivement de vraies difficultés. Là-dessus, je mettrai l'accent sur, mais très rapidement, la dimension des processus. Et là-dessus, je vais rester sur celui du chef d'établissement. Dans l'exemple que j'ai observé, disons que nous sommes arrivés à une idée, à l'intérieur du laboratoire dans lequel je suis, de questionner comme vraiment un savoir peut-être à enseigner, c'est la question de la relation. Comment peut-on rentrer en relation ? Que l'on soit un chef d'établissement avec ses différents personnels, que l'on soit un enseignant avec ses élèves, ou dans les 2 cas avec les parents d'élèves, par exemple, et comment cette synergie peut s'organiser. Et là, c'est le concept auquel j'étais arrivée, l'idée d'une compétence à gérer de manière synergique les différentes compétences dans un établissement. Je crois que ça, c'est une compétence qu'il nous faut développer chez les chefs d'établissement. Donc, qu'ils comprennent où est chacun, que ce soit les enseignants, mais que ce soit aussi les parents avec lesquels il est confronté dans certains cas, et comment articuler les relations entre eux. C'est une illustration de ce concept de médiation didactique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition entre les savoirs à apprendre et puis la manière de les apprendre de manière constructive dans l'épanouissement de l'élève. Je retiens tout à fait cette proposition, mais si on vise l'épanouissement de l'élève, il faut qu'il puisse connaître des choses, donc il ait des savoirs sur lesquels s'appuyer, mais la manière de l'amener à ce développement des savoirs s'appuie sur la prise en compte de sa personnalité, de ce qu'il est en tant que personne. Alors, juste pour illustrer, l'exemple que j'avais proposé, c'est celui qui a été mené dans un collège autour de l'introduction d'un jeu. Alors, je travaille avec le jeu, la dimension du plaisir, elle est fondamentale dans l'apprentissage. Et depuis quelques années, je l'utilise, je dirais, pour comprendre comment les enfants rentrent dans le système de numération, mais également comment je peux l'utiliser pour amener les enseignants ou les chefs d'établissement, ça m'est arrivé aussi, à penser les relations. Et la proposition avait été faite de l'introduire en 4e, c'est le jeu d'Awalé, quand même, c'est un jeu
on suppose d'origine africaine. Enfin, il y a beaucoup de recherches autour de ce jeu, mais il est très intéressant parce qu'on fait plein de choses avec. Et donc, l'idée, c'était de l'introduire en 4e, mais dans une dimension de prise en compte de chacun et d'école inclusive. Alors, l'école inclusive au sens où l'école doit se transformer pour pouvoir accueillir tout le monde, tout élève. Donc, l'école inclusive, ça avait été l'idée que les élèves de 4e ordinaire devaient enseigner les règles du jeu et apprendre à jouer à des élèves de 4e de SECPA. Et donc, ça a été organisé avec le chef d'établissement, la psychologue, donc psychologue de l'éducation, mais c'était la COP à l'époque, et bien entendu, des enseignants, histoire, géographie, arts plastiques et français. Donc, vous voyez que les savoirs étaient mobilisés, qu'il y a eu un projet autour de ça. Ça, c'était très rapidement sur le papier. Mais ce qui s'est réellement fait, ça a été une participation qu'on n'avait pas prévue des parents d'élèves qui ont mobilisé autour d'eux un artisan qui a construit les jeux que les élèves avaient décidé, eux, de construire. Ils ont voulu aller plus loin. Ce qui s'est passé dans cette dynamique, en termes de rêver l'école, c'est que le chef d'établissement a autorisé qu'il y ait un dépassement du projet. C'est que les professeurs se sont investis dans la continuité de ce qu'ont proposé les élèves et c'est que les parents ont été partie prenante dans ce qui s'est passé. Alors, pour aller vite, ils ont eu bien entendu la publication dans le journal, ils ont fait des reportages télé et voilà. Ça a été un projet intéressant. Mais nous, en tant que chercheurs, ce que nous avons identifié dans ce qui s'est passé, c'est d'abord effectivement un processus de médiation entre les élèves. Ah, mais je ne savais pas que ces élèves de SECPA étaient capables de... Ça, c'est le commentaire d'élèves de 4e. On se retrouve dans finalement une création de ce qu'on appelle les savoirs transdisciplinaires. Je suis Abdallah Pressay dans cette dynamique, en fait, de créer une école où les enfants soient heureux. Et puis, le rôle du chef d'établissement a été déterminant. Et on voit que c'était une femme, c'est pour ça que je dis elle a réussi à mettre en synergie justement toutes ses compétences pour que le projet parvienne. Et je crois, pour finir, que notre rôle à nous en formation, mais aussi peut-être dans les interstices de ce qui se passe déjà sur le terrain, c'est de pouvoir investir ces dynamiques processuelles dans lesquelles on va pouvoir rêver l'école. Et juste pour finir, Boris Cyrulnik, mais Vygotsky aussi, nous dit que penser, élaborer et construire à travers les mots, c'est aussi se développer, c'est aussi apprendre. Donc j'aime beaucoup votre mot de rêver l'école. Ça veut dire que nous sommes déjà en train de construire l'école de demain, malgré toutes les difficultés qui se passent en ce moment. Merci beaucoup pour ce bel exercice de synthèse. Et pardon de vous avoir pressé. Très belle synthèse donc pour terminer avec cet exemple que vous avez cité, qui reboucle sur toutes les interventions que nous venons d'écouter. Je crois qu'on peut applaudir nos 4 intervenants. Merci à tous.